Bonjour, alors je suis Jeanne Dusseuil, je suis journaliste économique, fondatrice d'un nouveau média et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour ce sujet passionnant puisqu'effectivement les DNVB c'est vraiment le sujet du moment. Et notre thème de ce matin c'est les DNVB ou comment réinventer la relation client. Donc on a pour ça trois experts du sujet. Je vais donc rapidement vous présenter. Avancer une rapide introduction, on va aborder la question des vrais DNVB et des fausses. Peut-être qu'il y en a parmi nous, il y en auront aujourd'hui dans la journée. C'est le sujet du moment, je le disais, puisqu'il y a un collectif qui vient de se former, le collectif DNVB avec des marques comme Bergamote, Jimmy Fairly. Alors, Viviane me disait que Jimmy Fairly justement avait pivoté au My Cream, le slip français Tipto, qui rejoignent donc un nouveau collectif. C'est vraiment le thème du moment. Avant de vous présenter, j'ai détecté un point commun entre vos trois parcours, c'est l'aspect communication. Donc c'est assez intéressant. Vous avez tous les trois travaillé auparavant dans des directions de la communication, un lien forcément avec les DNVB. Donc je commence par vous, Alice Hager, vous êtes directrice de la marque France de Made, made.com, depuis récemment, vous êtes arrivée en juillet 2019. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Made, mais pour ça quand même quelques chiffres sur cette DNVB de meubles. Ça a été fondé il y a 2 ans, aujourd'hui c'est 200 millions de chiffres d'affaires en 2018, 37% de croissance, vous m'avez confié. Évidemment, pas de gestion de stock. Il y a un siège en France. Enfin, vous êtes 50 en France et le siège est à Londres. Ouais. Viviane Lipskier, vous êtes fondatrice de Brand Alchimie. Et je vais d'ailleurs vous laisser rapidement la parole pour nous aider à nous redonner les origines du DNVB, puisque le e-commerce est fait ainsi que à chaque fois une nouvelle tendance arrive, mais celle-ci, pourquoi elle est durable et que ce n'est pas seulement un effet de tendance. Et vous êtes auteur aussi, les surdoués du commerce digital. Et vous êtes également membre de certains conseils d'administration dans des startups. Vous êtes advisor au board, voilà. Et Grégory Azoulay, donc vous êtes directeur général du groupe Sensi.com, la galaxie Marc Simoncini, lunettes moins chères et maintenant les lunettes donc pas chères et Made in France et en ligne. Et vous êtes avec effectivement un passé un peu de physique, magasin physique aussi. Mais, et donc vous êtes arrivé, vous, à la suite d'une période de restructuration chez Sensi assez importante. Et ce qui va donc me conduire à notre première question. Je parlais de vrais, faux DNVB. C'est un peu la question challenge. Nous prouver que votre modèle économique... alors avant ça, pardon, je l'ai dit, on va peut-être vous laisser la parole, Viviane, parce que c'est très important de redonner les origines du DNVB, et après on abordera la question. Et peut-être que justement, ça marche le micro, vous m'entendez bien? Oui. En fait, justement, je pense que dans l'origine de l'existence des DNVB et dans le modèle, on va pouvoir comprendre, avoir des clés de compréhension de qu'est-ce que c'est réellement une DNVB versus, alors moi je dirais pas vrai ou fausse, versus une Instabrand ou une marque qui serait un e-commerce avec un compte Instagram, ce qui est complètement différent. Alors, les DNVB, Digitally Native Vertical Brand, sont nés dans la Silicon Valley il y a maintenant 10 ans, de la réflexion d'un homme qui s'appelle Andy Dunn, qui a créé Bonobos, la première DNVB, qui était, lui, à la confluence entre la startup tech, c'est un geek, startup tech et retail. Et il voulait réinventer le retail parce qu'il pensait que l'expérience retail qu'on proposait il y a 10 ans était cassée, en fait, et que le consommateur n'y trouvait plus de bénéfices. Donc, à la base, c'est une startup tech. C'est comme ça que ça a été pensé. Donc, start, up, croissance. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas à la base dans vos effectifs de quoi amorcer cette croissance et l'avoir en continu, c'est-à-dire au moins 50% de vos effectifs qui sont là dédiés à la croissance et au métier de tech, vous n'êtes pas une start-up. Vous êtes un métier traditionnel. Vous êtes ce qu'on appelait autrefois une TPE ou une PME. Ça, c'est la première chose. Donc, on est bien sur une start-up tech qui va faire des produits et qui va produire elle-même ce qu'elle vend. Digitally native, ça veut dire c'est né en ligne et qui fait essentiellement son business en ligne, qui est non seulement son business, mais qui crée sa culture de marque en ligne et qui communique
auprès de ses clients en ligne et de sa communauté, surtout qui arrive à créer une communauté en ligne. Et ça, c'est vraiment la deuxième différence. Donc, on voit bien que si on a un site vendeur, un site marchand, où on ne fait que vendre des produits et un compte Instagram, on n'est pas une digitally native vertical brand. En tout cas, il manquera quelque chose. L'essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près, au début, 100%, et puis après, 60, 70, enfin à chacun d'estimer. Mais à partir du moment où la vie d'une start-up, c'est pas fait pour durer. À bout d'un moment, on n'est plus une start-up. Et on choisit, une fois qu'on a trouvé son modèle, on est une start-up tant qu'on n'a pas trouvé son modèle. Quand on a trouvé son modèle, alors on choisit son rythme de croisière. À ce moment-là, on peut effectivement, comme Jimmy Fairley, pivoter et aller vers un modèle to retail, ou pour des raisons de stratégie, ou on peut décider de rester en ligne, ou on peut adopter comme Sensi, ou on peut adopter une stratégie mixte, comme Warby Parker aux États-Unis, qui vise à être 50-50 pour des raisons particulières de marché. Voilà, donc digitally native, et je finis vite, vertical brand, ça veut dire que en fait, c'est des circuits courts où on supprime les intermédiaires en amont et en aval pour être au plus près de ses consommateurs. Voilà, je crois que j'ai fait un peu long, mais au moins... Non, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Viviane. Justement, je vais vous laisser la parole. Made et Sensi, en quoi vos modèles ont été orientés vers cette question de croissance en ligne, rapide? Votre modèle économique aujourd'hui, avec peut-être des chiffres, quels sont les résultats de ce modèle économique? Alors pour Sensi, c'est intéressant parce que justement, Sensi a d'abord démarré dans un modèle économique qui n'était pas à proprement parler DNVB, dans la mesure où on distribuait d'autres marques en ligne, d'autres marques de lunettes en ligne. Et donc il y a eu un premier pivot, Sensi créé il y a 8 ans, avec un modèle d'e-commerçant classique. J'achète des montures d'un côté, je les revends de l'autre via le online. Et on s'est justement aperçu que ça, c'était pas vraiment intéressant pour nous, dans la mesure où les marges, elles disparaissaient. On n'avait pas de marge suffisante d'acheter X d'un côté et de revendre avec une marge qui n'était vraiment pas notable. Et du coup, il y a eu ce pivot qui a été fait, et Marc Simoncini a décidé de revoir le business model en justement intégrant l'intégralité de la chaîne, de la conception à la distribution. Donc on s'occupe désormais depuis 3-4 ans de l'intégralité de la chaîne, et on parvient du coup à avoir des marges qui sont plus acceptables, même si elles ne sont pas encore suffisantes très clairement par rapport au business de l'optique traditionnelle, où là elles sont plutôt confortables, très confortables. Voilà. Alors, il n'y a pas eu de pivot chez Made, pour le coup, ça a été... Non, chez Made, il n'y a pas eu de pivot. Alors, je préciserai juste, en fait, on a été fondé il y a 10 ans à Londres par 3 Français. C'est ça le point de départ de Made. En fait, c'est ces 3 Français qui, regardant le marché de l'ameublement, se sont dit il y a 10 ans qu'il n'y avait pas encore eu de disruption. Et quand on cherchait à se doter d'un canapé, on allait chez un éditeur et on payait 7 à 10 fois le prix, parce qu'en fait, on payait tous les intermédiaires. Et c'est ça le point de départ de Made, c'est de se dire... En fait, on va devenir une marque intégrée, ce qui signifie que l'on va couper tous les intermédiaires. Toute la conception, toute l'idée vient de chez nous, émane de chez nous, la production également. Et en fait, on n'a pas de gestion de stock en effet, puisque tout est fait de sorte que, en fait, globalement, les commandes et la production est lancée une fois que le carnet de commandes est atteint. Voilà la manière dont l'on procède. Et donc, en fait, nous, d'un point de vue économique, en fait, nos marges se font sur le volume. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir négocier un maximum et de pouvoir proposer des pièces design à des prix assez justes par rapport à ce que fait le reste du marché. Et c'est la manière dont on fonctionne depuis le départ. Et en effet, de ce point de vue-là, nous n'avons pas pivoté. C'est le modèle de départ. Donc jamais se posera la question du lieu physique pour Made. Alors si, sauf que nous, le lieu physique, on y est déjà, puisqu'en réalité, on a ouvert 8 lieux que j'appellerais des lieux tiers partout en Europe, puisqu'on est présent dans 13 pays à l'heure actuelle. En France, on en a 2, un à Paris qui est Place des Victoires, et à Lyon, que l'on vient d'ouvrir il y a 2 mois. Et en fait, pourquoi je les appelle des lieux tiers ? Parce qu'en fait,
chez Made, l'expérience démarre online et se termine online, ça c'est un fait. En revanche, ces lieux physiques nous permettent de proposer un conseil plus direct, plus personnalisé. C'est des lieux de partage et d'échange et d'expérience autour de la marque. Donc concrètement, on a une programmation dans ces lieux. Et quand vous venez chez nous, on fait régulièrement des ateliers en lien avec évidemment notre cœur de métier qui est le design, mais au sens large, puisque notre mission de marque, c'est de rendre le design accessible à tous. Et donc dès lors, on propose une programmation autour finalement du design, mais vraiment au sens large, et on travaille avec des artistes et des créatifs au sens large. Ça peut être vraiment dans le domaine notamment de la gastronomie, dans tous les domaines possibles et imaginables. Et ces lieux sont importants pour nous. C'est pas un investissement retail, mais c'est un investissement humain. Du coup, je vais venir sur la question du storytelling. Je mentionnais votre passé dans la communication. Grégory, quelle part prend le storytelling dans votre stratégie de marque, si on devait donner un pourcentage par rapport à cette l'exigence de croissance et des marges dont vous avez parlé? Est-ce qu'il y a aussi cette création d'expérience chez Sensi? Alors, oui, mais on se rend compte que, notamment, on a un sujet qui n'est pas encore suffisamment traité sur ce qui est l'un des piliers de la marque, et qui est l'origine France garantie, le Made in France. Et tous nos efforts vont porter... Moi, je suis arrivé en début d'année, et il y a eu un travail considérable qui a été effectué, notamment les années précédentes, sur le développement du retail, sur la communication pour atteindre des points de notoriété suffisants. Mais on se rend compte, d'autant plus aujourd'hui, quand on voit les grands mouvements en termes de comportement du consommateur, on se rend compte que nous qui sommes, depuis le pivot, le chantre du Made in France et l'origine France garantie, on n'arrive pas à faire bouger les lignes sur ce secteur particulier qui est l'optique, qui est la monture, alors qu'on fait 100% de notre production en France, notamment dans la vallée dans le massif du Jura, à Oyonnax et en Normandie. On fait travailler des boîtes, des familles, des gens au quotidien, au-delà des équipes Sensi. Et ça, on ne parvient pas encore à faire en sorte que ce soit un élément décisif dans le processus d'achat. Donc il nous reste, moi je fais mon autocritique, il nous reste vraiment un vrai travail à effectuer là-dessus pour parvenir à convaincre les consommateurs. Moi je suis un vieux de la vieille, hein. Il y avait un slogan dans les années 80, je crois, c'était nos emplettes sont nos emplois. Et aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on mange, on fait du locavore, on fait attention à la façon dont on s'habille, on essaie d'acheter en France pour les plus privilégiés, ou en tout cas en Europe. Et en ce qui concerne ce qu'on met sur le nez, dans 9 fois sur 10, ça vient de Chine. Et là, voilà, c'est le travail qu'il nous reste à faire sur le storytelling. Dire, c'est du Made in France, faites en sorte, si ça vous intéresse, d'agir à ce sujet. Accélérer sur le Made in France, Made, il y a ce concept de store, et puis de cette histoire éco-responsable que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps. On va voir si on a le temps de l'aborder. Mais Viviane, du coup, sur quoi faut investir? Est-ce qu'il faut, on parlait du storytelling et du canal direct de communication via les réseaux sociaux, faut plutôt s'offrir un influenceur ou un ambassadeur de marque? Waouh. Rien de tout ça. Si on fait tout ça, c'est qu'on a mal fait le boulot à la base. Tous ceux que j'accompagne le savent. Pour moi, avant la storytelling, il y a la mission, le why. Pourquoi vous faites les choses? Et ça, c'est peut-être le plus important. Et vraiment, s'il y a une chose qu'il faut retenir, ce sont des startups, donc elles doivent, les DNVB inscrivent dans leur mission, celles qui réussissent le mieux, elles inscrivent une disruption, elles inscrivent une nouveauté. Warby Parker, c'est le Netflix de la lunette. C'est pas pour rien, en fait. C'est parce que ça met des barrières à l'entrée. Il y a de la technologie, et puis il y a une mission qui dépasse le produit. Moi, je suis convaincue qu'on ne fait pas du storytelling sur du produit, et on ne fait pas du storytelling sur du made in ou sur des provenances. Ça, c'est la base. Le bon produit, en plus, si vous faites un boulot digital, vous ne voulez pas de retour, vous voulez que les gens reviennent. Et les coûts d'acquisition sont tellement énormes qu'on veut de la rétention. On veut que les gens reviennent et deviennent eux-mêmes ambassadeurs de marque. Tout le travail est là, et c'est bien pour ça qu'on a du marketing digital. Donc, pour moi, le storytelling, il découle de la mission et de la vision à long terme de la marque. Si on prend Everlane, par exemple, leur mission était de montrer dans une des industries les plus opaques qu'on pouvait passer de l'autre côté et devenir radically transparency.
Et aujourd'hui, c'est devenu une espèce de gimmick en fait, qui a été repris. Alors maintenant, tout le monde met la même infographie, direct to consumer, super transparent. Sauf que eux, c'est leur valeur numéro 1, et qu'ils sont super transparents sur absolument tout. Ils mettent leur compte en ligne. Tout l'esprit, toute l'âme de la marque découle de ça, et tout le travail de la marque découle de ça. Après, je pense qu'il y a un storytelling qui fonctionne très bien dans toutes ces grandes marques qui marchent bien. C'est le storytelling de David contre Goliath. Quand vous vous posez, vous avez un message très clair de « je me pose contre une industrie et je vais vous sauver parce que j'ai des bonnes raisons de vouloir le faire », avec un message super clair du genre « pourquoi une paire de lunettes, ça coûterait le prix d'un iPhone alors qu'il y a zéro technologie dedans ?» Ça frappe l'imagination et du coup, les gens se disent « ah mais oui, j'avais jamais réfléchi à ça. J'avais jamais pensé à d'où venait le prix d'une lunette et comment ça se fait que tout le monde ne peut pas accéder à la vue ou certains avec des trucs super cheap. » Et là, il y a vraiment une prise de conscience et là, il y a une adhésion en fait, qui vous permet de travailler sur le long terme. Alors, vraiment pour finir, alors, storytelling, oui, mais aussi une expérience de marque qui permet de raconter ce storytelling de manière différente, une vraie expérience de marque. Finalement, même avant qu'on parle de DNVB, vous m'expliquiez que toutes les marques avaient eu recours à ce schéma David contre Goliath. C'était un peu Uber contre les taxis. C'est un schéma de start-up, en fait. C'est un schéma de start-up en disruption. Alors, pas toutes. On n'est pas toujours aussi radical. On peut avoir des causes. Je pense à Mister K, par exemple, qui est en train de démarrer, Charlotte Husson, une super jolie marque de vêtements, et qui, dans sa cause, c'est Gustave Roussy. Chaque vêtement est fait avec des chutes de récupération des stocks, avec un petit message d'empowerment pour les femmes, et brodé dessus, et une vraie qualité, et chaque 6 € par pièce sont reversés à Gustave Roussy. Et là, elle raconte une histoire de femme combattante. Elle raconte pas une histoire de vêtements, elle raconte une histoire d'empowerment. Donc c'est pas forcément se mettre contre, mais quand on se met contre, ça marche vraiment très très bien. Chez Made, il y a quand même un peu une notion de... Comme l'a fait Made, d'ailleurs. Ouais, puis il y a même des influenceurs ou des ambassadeurs qui ont été sollicités chez Made. Nous, on ne travaille pas avec des influenceurs. Là, pour le coup, moi, je préfère apporter une nuance. La manière dont on procède, c'est qu'en fait... notre sujet à nous et notre mission de marque à nous et notre why à nous, c'est encore une fois de rendre le design accessible à tous, parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas un budget qui ne me permet pas de me payer un magnifique canapé d'un superbe designer que pour autant je ne peux pas me créer mon intérieur distinctif et original. Ça, c'est le point de départ. Et donc en fait, on travaille avec différents artistes, différents créatifs qui ont une capacité d'influence. Et ça, c'est pas la même chose pour moi. Non, parce que en fait, et c'est vraiment assez important de le préciser. Et donc, toutes les personnes avec lesquelles on travaille, c'est ça le point de départ. Et on va avec elles jusqu'à justement en faire des ambassadeurs. Et c'est le cas à l'heure actuelle, si vous prenez le métro à Paris notamment, notre campagne actuelle de publicité est avec justement même 3 créatifs qui ont des fortes audiences. On a pour la France Coucou les Girls, qui est une actrice qui est assez engagée sur le mouvement body positive, qui a écrit de la littérature sur le sujet, etc. Et on a également en Angleterre un duo qui ont monté un studio de création. Et donc aujourd'hui, ce sont nos ambassadeurs et on travaille avec eux au long terme. C'est-à-dire la mission dépasse très largement le produit, en fait. Très largement. Et du coup, il y a des ambassadeurs naturels qui viennent, qui peuvent même venir à vous parce qu'ils ont le désir et se rencontrent, en fait. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que quand on se rencontre, c'est parce qu'aussi ces personnes sont clientes chez nous et qu'en fait, la conversation existait déjà avant que l'on arrive. Et en fait, c'est aussi ça, un des points de départ. Et c'est les raisons pour lesquelles aussi on a décidé de travailler ensemble et de devenir partenaires. Par partenariat, il y a un lien quand même, vous les payez ou Ah non. C'est uniquement ouais, tout à fait. à l'engagement. Ouais, tout à fait. Exactement. Chez Scentsy, alors, je ne sais pas si vous avez des partenariats de ce type ou plutôt de l'acquisition des coûts d'achat d'influenceurs ou d'ambassadeurs, mais quel est votre canal de communication principal chez Scentsy? Parce qu'on voit beaucoup de publicité, on a du mal à identifier la stratégie de on n'a pas fait communication. de publicité cette année, donc ça ne doit pas être nous. Ça devait être l'anti moins cher alors. Ah oui, voilà. Absolument. Mais en ce qui concerne Scentsy, on a, alors pour le coup, je vous rejoins sur le fait qu'il y a des combats ou des causes communes. Il se trouve qu'on a
On a dans les tuyaux une campagne avec une influenceuse française de tout premier plan qui va démarrer d'ici à la fin de l'année. Il se trouve que sa famille vient d'Oyonnax. Voilà, et elle habite Lyon, on a une boutique à Lyon, elle nous connaît très bien, elle est très engagée depuis quelque temps sur justement j'arrête la surconsommation et je me recentre sur l'essentiel et les produits justes et au prix juste. Et donc on a naturellement noué un partenariat avec cette influenceuse qui va se concrétiser par la co-création de 3 modèles de montures optique et solaire et voilà, mais ça c'est pas nous qui sommes venus la chercher, c'est l'inverse. C'est rémunéré bien sûr, mais il y a une vraie volonté de sa part de revenir. Elle a tout vécu en ce qui concerne la folie qui s'est emparée du monde et de la communauté des influenceurs depuis quelques années. Elle en a ras-le-bol, elle en a finit par refuser les produits que les marques lui déversaient tous les jours dans sa boîte aux lettres. Et voilà, elle s'inscrit en faux par rapport à cette surconsommation. Bon voilà, nous on trouvait vraiment intéressant cette prise de position sur son discours et le fait qu'en plus elle ait une vraie affinité avec le monde de l'optique parce qu'elle vient de là-bas, elle connaît bien. D'ailleurs il y a un shooting qui est prévu demain je pense. Sur place, ça a du sens pour nous. Elle sera présente pour vous sur Instagram? Elle sera présente. Quel canal? Elle fera des posts sur Insta, elle fera des vlogs. Il va y avoir effectivement un plan de com digital, notamment sur Insta, parce que c'est notre canal prioritaire. Oui. Une question que vous avez appréciée, en tout cas on va essayer d'y répondre rapidement, mais comment est-ce que vous définissez dans le modèle de la DNVB la notion de transparence? C'est un mot qui revient sans arrêt quand on parle d'une marque et il faut montrer de la transparence, il faut être transparent avec sa communauté. Comment est-ce que vous le mettez en place? Et puis Viviane, vous nous direz si c'est crédible ou pas aujourd'hui, cette notion de transparence. Chez Made, la manière dont on adresse le sujet de la transparence, c'est en partageant la provenance quand même de nos produits, comment ils sont faits, avec quels matériaux, comment on les source, où est-ce qu'on les produit. Ça, c'est quand même très important et parce que c'est une attente très très forte des consos. Quand on regarde aujourd'hui au service client, c'est toujours hyper intéressant. Moi, j'y vais très régulièrement pour écouter en double écoute quand les clients nous appellent. Et une fois sur deux, on nous appelle pour demander justement de quoi est composé le fauteuil, comment a été faite la table, parce que c'est super important pour les gens. Et ça, je pense que la transparence, elle démarre là. Ça, c'est clair et net pour moi, sur le produit et comment est-ce qu'on l'a fait. Alors moi, je rejoins Alice sur le sujet. La transparence de notre côté, au niveau de la composition du produit, à notre grande dame, on constate que les gens s'en fichent un peu en fait. Ouais, c'est en train de bouger et il y a eu le salon international de l'optique là il y a quelques semaines à Villepinte et on voit bien qu'il y a enfin les fabricants commencent à se poser des questions sur les matières et nous proposent des matières biosourcées. Ça, c'est vraiment intéressant parce que bon, la majorité des montures qu'on a sur le nez, c'est de l'acétate de cellulose, mais il y a aussi du dérivé du pétrole. Donc on a vraiment cette volonté, tous pour le coup, on n'est pas particulièrement différenciants sur le sujet, mais enfin utiliser des matières plus propres. Encore faut-il qu'on nous les propose. On ne crée pas la matière. On l'utilise. Donc déjà on essaie d'utiliser de la matière qui vient d'Europe et non pas d'Asie. Mais dans la plupart des cas, aujourd'hui, elle n'est pas totalement clean. Or, c'est une demande qui, à mon sens, n'est pas assez rapide de la part des consommateurs, mais qui est en train d'arriver. D'autre part, sur la transparence, le versant prix, on communique sur le prix, on communique sur le prix de tout, de toutes les étapes, de la phase de conception jusqu'à la phase de transport et de commercialisation, et du coup sur la marge qu'on fait. Donc voilà, si une monture nous coûte 25 €, on a même fait des PLV à ce sujet, en prix de revient, on la commercialise le double, 49 €. Voilà. Et on est capable et on a un document qui est à destination du public qui dit précisément voilà, le contrôle qualité c'est 1 €, le packaging c'est 1 €, la fabrication c'est 12, etc., etc. Ce que vous faites pas chez Made, hein, sur les prix? Non, pas du encore. tout. Non, pas encore.
Viviane, c'est audible, hein, la provenance du produit, les prix, c'est une autre étape. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin encore? Il n'y a aucune obligation d'être transparent parce qu'on est une DNVB déjà, pour commencer. Alors si on choisit d'être transparent et que ce soit une de ses valeurs, alors là, en revanche, il faut aller à fond, il faut aller jusqu'au bout et être dans une démarche de progression. C'est-à-dire on sait qu'on ne peut pas être transparent et qu'on ne peut pas tout faire très bien, mais qu'on s'engage à le faire et on met des milestones. Ça, c'est la première chose. Et sur la transparence, évidemment qu'aujourd'hui, depuis qu'un certain nombre de DNVB et d'autres marques le font, puis le consommateur est en attente. Donc si on sait le faire puisqu'on maîtrise sa chaîne de valeur, il faut le faire. Mais c'est plus compliqué qu'on ne le croit. C'est plus compliqué et parfois ça remet de l'incertitude. Par exemple, vous choisissez d'être transparent sur vos provenances, sur les ateliers qui fabriquent vos produits. Alors, vous avez conclu un contrat avec un atelier chinois, il y en a des très bien. Vous avez conclu un contrat, ça veut dire que sur la chaîne juste à côté, sur la chaîne de production, ils ne sont pas en train de produire un truc qui soit dégueulasse au niveau du respect du travail pour un autre contractant. Donc du coup, il y a certaines DNVB qui sont très extrêmes, comme l'Agoped, qui choisissent d'aller dans les zones où le travail est garanti par la loi, ce qui veut dire l'Europe ou l'Amérique du Nord en gros. Donc le choix c'est vous de mettre le niveau de la transparence, mais pour moi, il ne peut pas y avoir de niveau de transparence, en fait. Si vous choisissez d'être transparent, que ce soit une de vos valeurs, alors il faut y aller à fond. Si vous êtes juste là pour dire, dans mon modèle, et ça ne doit pas être du storytelling, mais si dans mon modèle, je raccourcis la chaîne de valeur pour vous donner un prix de meilleure qualité à prix moins cher, dans ces cas-là, vous devez prouver ce que vous dites, tout simplement. Mais il n'y a pas de transparence, en fait. Il y a juste que vous avez un mécanisme de business model. Là où ça remet de l'opacité aussi, c'est que sur l'exemple par exemple des bed in box de toutes les DNVB qui sont sur le modèle donc de la boîte livrée matelas à mémoire de forme livré dans une boîte. Il y en a aujourd'hui, donc il y en a eu aux États-Unis avant Casper, il y en avait 3-4, ils ont repris le modèle, ils l'ont fait mieux, ils avaient plus de marketing et plus d'argent. Et aujourd'hui, il y en a plus de 170 dans le monde. Et puis en France, on ne sait même pas lesquelles sont françaises ou pas. Eve Matelas, etc. Il y en a tellement, on ne sait même plus. Donc, Teddy Bear, on arrive à comprendre à peu près. Et là-dedans, est-ce que vous arrivez à savoir lesquelles sont vraiment transparentes, lesquelles font vraiment un matelas, ont vraiment fait la R&D sur un matelas ou sont allées l'acheter à je ne sais pas où? C'est redevenu opaque, en fait. Donc, c'est ça auquel il faut se méfier de ça, en fait. C'est que le discours devient un gimmick sans rien d'autre et remet encore plus de confusion chez le consommateur. Et ça sème le doute sur tout le modèle en général, sur tout le modèle des NVB en général. Il y a peut-être justement parmi vous ce matin des gens qui se demandent est-ce que je dois aller vers le modèle de la DNVB ou est-ce que je reste sur une marque plutôt e-commerce classique. Viviane, qu'est-ce que ça apporte en plus à la relation client qui est notre sujet ou en moins d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que vous encourageriez potentiellement un entrepreneur de e-commerce à aller sur le modèle de la DNVB? Qu'est-ce que ça apporte en plus sur la relation client? Mais ça apporte tout. Et en fait, le cœur de la DNVB, c'est d'être customer-centric, d'avoir les clients au centre. Et en revanche, on ne peut pas devenir une DNVB si on est commencé e-commerce. Parce que, en fait, tout simplement, toutes les techniques de création de DNVB sont des techniques de création de start-up. Comme vous développez un produit, un soft, en fait, ça ne vous viendrait pas à l'idée de développer votre soft sans demander au client ce qu'il va en faire, de faire des cahiers des charges et de préciser les spécificités. Une DNVB, c'est pareil, en fait. Elle ne sort pas son produit sans avoir demandé à ses futurs clients potentiels. Donc, il faut déjà qu'elle ait fait la preuve d'un marché, d'un potentiel marché, et puis d'une adéquation du marché au produit. Et ça lui permet de créer sa première communauté et justement d'aller ensuite créer boule de neige. Là, en fait, il faut quand même que je précise, pour les gens qui ne sont pas encore aguerris au marketing digital, communauté dans une DNVB ou dans une start-up, c'est des vrais gens. Communauté dans le langage marketing, c'est un segment de gens qu'on ne connaît pas et qu'on imagine qu'on voudrait toucher, les femmes entre 25 et 35 ans qui. Donc ça, c'est une vraie différence. C'est des vrais gens et on les a embarqués depuis le début dans l'histoire. Si on n'arrive pas à les embarquer, c'est qu'il n'y a pas de product market fit et c'est pas la peine d'y aller. Donc en plus, ça permet de gagner du temps et ça permet ensuite d'aller vite et d'amorcer une croissance à partir de ces gens qui sont convaincus, qui veulent absolument que vous développiez votre produit et qui vont devenir vos meilleurs ambassadeurs, etc. Et ça va faire boule de neige. Et en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite en recherche et développement et d'être beaucoup plus agile ensuite pour tous les lancements de produits. Je crois que je vais la tweeter celle-là. C'est la phrase préférée, c'est des vrais gens et c'est pas un segment.
la communauté quand on est une DNVB. Justement, Made Sensi aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire oui, nous sommes à la tête d'une communauté, et si oui, comment est-ce que vous l'avez construite, cette communauté ? Alors oui, en effet, nous sommes à la tête d'une communauté. Des vrais gens. De vrais gens. En fait, la manière dont on a procédé, c'est que l'on a une plateforme chez nous qui s'appelle Talent Lab, qui est une plateforme de crowdsourcing et de crowdfunding. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'idée vient de chez nous, puisque 80% de nos produits sont conçus en interne par notre équipe de designers. Et les 20% restants, en fait, nous faisons des collaborations avec des talents, qu'ils soient émergents ou confirmés. Et donc cette plateforme Talent Lab, en fait, permet justement de pouvoir identifier ces nouveaux talents. On les invite à venir proposer leurs pièces et leurs collections. Et on invite notre communauté à nous faire part de son avis, à effectivement pouvoir échanger dessus et à pouvoir participer au financement de cette nouvelle collection. Et si ça fonctionne, ensuite derrière, la collaboration est confirmée. Et donc la communauté, chez nous, elle est présente en permanence, puisque de toute façon, on est... c'est effectivement notre colonne vertébrale, on est ce direct to consumer, donc immédiatement, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, la communauté réagit et naturellement commente, interagit avec nous, etc. Quand quelque chose au contraire pêche, on le sait aussi immédiatement, et ça fait partie intrinsèque de la manière dont on fonctionne. Et je rejoins assez Viviane sur le point de... En fait, une DNVB, c'est un état d'esprit, je pense, véritablement. Donc c'est vrai que basculer d'une formule e-commerçant à DNVB, je trouve ça un peu étrange comme formulation, parce que pour moi, c'est un état d'esprit. Et je serais un petit peu encore plus jusqu'au boutiste en disant cet état d'esprit, on l'a ou on ne l'a pas, en réalité, je pense quand même. Parce que c'est quand même un mindset qui est assez particulier et qui est assez impactant à tous les niveaux. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que en fait, la communauté, tu la laisses vivre toute seule après. Ouais. Tu regardes sur les groupes Facebook de Cézanne, les Cézanettes ou Cézanne Addict, c'est juste dingue. 37 000 filles qui parlent entre elles de fringues, qui sont là, qui guettent, qui font des vidéos, etc. C'est très puissant, c'est un moteur très puissant. Mais c'est beaucoup de travail aussi, mais c'est le cœur. Hein, c'est vraiment... Si on fait juste du e-commerce avec Instagram, moi je dis on fait la voiture, mais on n'a pas mis le moteur en fait. Et si on n'a pas la communauté, on n'a pas l'essence. Donc on est... Chez Sensi, alors Chez Sensi, c'est pareil. Enfin, je rejoins beaucoup Alice sur le fait qu'il y ait un engouement, un engagement. C'est à partir du moment où on a réussi à convaincre les gens de venir chez nous, ils ne nous lâchent plus parce qu'ils sont addicts au produit qui est très performant par rapport aux concurrents. Mais en revanche, moi, ce que je voulais juste dire sur l'histoire de la communauté, c'est que, par rapport au modèle DNVB, c'est qu'il faut oser avoir dans ce modèle-là des gens qu'on va regarder droit dans les yeux tous les jours. Et effectivement, il faut oser aborder les problèmes, les ratés. Il y en a, évidemment. Mais c'est une chance exceptionnelle que d'avoir les deux doigts dans la prise grâce à eux et de pouvoir faire un retour immédiat sur un produit qu'on pensait parfait et qui ne l'est pas. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai, et il faut le savoir. Quand on s'engage dans ce modèle-là, on ne coupera pas, on ne pourra pas censurer la parole de cette communauté. Donc ça donne plus de responsabilité. Oui, tout à fait, c'est à double tranchant. Mais la plupart du temps, pour moi, il n'y a aucune hésitation à avoir. Parce que c'est un lab en live de ce que pensent nos consommateurs de nos produits en direct, instantanément. Et ça n'a pas de prix. Alors, vous avez arrêté les corners physiques de Sensi récemment. Est-ce qu'il ne lui faut pas un lieu physique à cette communauté comme Made, avec des showrooms évolués, comme vous en parlez Alors je pense que si les corners n'ont pas atteint le succès qu'on voulait, c'est tout simplement une monture. On ne la choisit pas en allant prendre son train ou avant ou après avoir acheté un DVD ou un bouquin. Il faut du temps, c'est pas comme une voiture, mais quand même, il y a une histoire de maturation. J'ai besoin de la montrer à mon conjoint, ma conjointe, de l'essayer, etc. Donc c'était là-dessus, dans l'expérience qu'on proposait, elle n'était pas satisfaisante. En revanche, on a des boutiques, on en a 4 aujourd'hui, plus un showroom à Haussmann à 2 pas d'ici. Ça marche très très bien. On propose des rendez-vous personnalisés comme pour essayer une fringue. Et les gens adorent
adorent parce que pour le coup, c'est l'anti-chaîne traditionnelle où on fait de l'abattage. On leur on leur offre 1 heure de notre temps de présence avec un opticien diplômé en face qui fait du visagisme, qui connaît la collection par cœur, et ça marche parce que voilà, il y a une relation justement particulière qui se crée. On n'est pas sur un modèle showroom effectivement, mais il y a quand même une expérience différente qu'on propose et qui cartonne. Dernière question justement pour vous qui sans doute entreprenez dans le e-commerce et peut-être la DNVB. De quelles compétences, Viviane et peut-être vous, Sensi-Med, il faut absolument s'entourer? Quels sont les profils qui doivent être recrutés sur une marque DNVB? Les compétences et la réorganisation peut-être en interne des nouveaux process, des nouveaux profils? Alors je vais résumer, je vais dire les meilleurs. Entourez-vous des meilleurs. C'est pas compliqué, on ne peut pas progresser avec des gens qui sont pas bons. Et je vais même reciter Geoffrey Bruyère, qui a fait la préface de mon livre et que je trouve visionnaire sur ce modèle, et qui me disait il faut même embaucher des gens qui sont meilleurs que vous et meilleurs que les gens qui vont les gens qui vont les encadrer, parce qu'ils vont les tirer vers le haut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, engager des gens bienveillants, des gens qui vont être positifs, parce que si vous engagez un cador mais qu'il est chiant ou qu'il emmerde tout le monde, bah vous avez une pomme pourrie et du coup c'est terminé. Après ça, suivant chaque étape, des profils différents. À chaque étape, en fait, on a comme c'est une start-up, on a des besoins différents. Donc votre web développeur, vous n'en avez pas besoin à la maison tout le temps ad vitam aeternam. Votre grosse hacker, chief marketing officer, il n'a pas le même profil au début, au milieu et en période de croissance. Donc ça, il faut toujours se réadapter. Et puis il faut se rendre compte, aller chercher dans la tech. Il y a des polytechniciens qui maintenant sont super contents de venir travailler dans des métiers de biens physiques. Donc aller vraiment chercher les meilleurs là où ils sont. Il faut les convaincre. Et pour les convaincre, le meilleur moyen, c'est d'avoir une belle mission de marque en fait. Je rejoins Viviane, embaucher les meilleurs, et pour ceux qui sont déjà là dans l'équipe, avoir cette motivation, s'ils ne le sont pas, de le devenir. Et donc, dans la préparation de notre entretien, c'est ce que je disais, moi il y a des phrases interdites, c'est « je ne sais pas faire, c'est pas ma mission ». C'est pas possible. On est dans des startups. Bien sûr que le métier évolue et qu'il faut apprendre d'autres, mais il faut avoir cette envie. Si on ne l'a pas, c'est mort. Et là, pour le coup, c'est un autre sujet. Il faut effectivement, dans ce cas, faire en sorte de faire monter en compétences ou de laisser partir les gens qui ne veulent pas poursuivre l'aventure, parce que c'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise. Ouais, chez Andy Dunn, il faisait ça. Il laissait partir les gens qui ne pouvaient pas faire monter en compétences, mais il leur disait la porte est ouverte quand vous voulez revenir. Et il y en a plein qui sont revenus en fait, avec d'autres compétences qui ont servi à un autre moment de la vie de l'entreprise. Ça, c'était vraiment chouette de pouvoir dire aux gens ok, votre parcours il ne peut pas être linéaire chez nous parce qu'on n'est pas assez gros. Alors allez ailleurs, allez chez les copains et revenez après encore plus fort. Ça, c'est chouette. Ou tourner, ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup aux États-Unis, c'est qu'en fait, les talents tournent dans les DNVB. Donc, du coup, ça tire tout le monde vers le haut. Maïd, est-ce qu'il y a des process nouveaux? On a l'impression que vous nous parlez tous d'horizontalité un petit peu, mais est-ce que c'est ça? C'est de la co-création tous ensemble, des nouveaux process avec ces profils? Alors, je ne sais pas si on peut parler de nouveaux process. Moi, ce que je sais, c'est que ce que j'ai entendu de mes compars, c'est vraiment ça. C'est en fait, le combo magique, c'est bienveillance et envie. C'est un peu naïf de dire ça, mais moi, j'y crois profondément. Pourquoi ? Parce que, d'abord, quand même, les employés sont on parlait d'ambassadeurs tout à l'heure, c'est quand même les premiers ambassadeurs d'une marque. Et donc, je suis convaincue que le positif appelle le positif et que la bienveillance appelle la bienveillance. Et donc, si en fait, on est entouré de gens qui sont sympas, qui le matin arrivent en souriant et ont vraiment l'envie d'aller encore plus loin et d'emmener la marque encore plus loin, ça se voit et ça déteint après sur la marque. Et puis ça change tout et après ça transpire à tous les niveaux et ça se ressent dans les fameuses communautés dont on parlait. Et en fait, on s'entoure aussi de gens comme ça et ça crée véritablement un cercle vertueux. La vraie bienveillance, pas la bienveillance de façade et le mot bullshit que beaucoup de RH utilisent. D'autant plus que dans les DNVB, on a tendance à faire tourner, et c'est une très bonne chose, absolument tous les collaborateurs justement au service client. Donc il faut que du coup ça soit une seule et même voix qui parle. Et si c'est la même voix, c'est la voix de la marque, autant qu'elle soit bienveillante, autant qu'elle soit empathique, puisque
a priori, si vous êtes en contact avec le client, vous allez aussi essayer d'avoir des informations sur lui, d'en savoir un petit peu plus, non pas pour avoir de la data et collecter de la data à tout va, mais parce que ça va tout simplement améliorer la relation. C'est une relation amicale que vous êtes en train de tisser. Donc autant avoir un ami cool qu'un ami grognon. Donc ce sera peut-être notre mot de conclusion, hein, cette bienveillance et cette envie. Vous avez parlé de data, justement. Est-ce que Pierre Godet est dans... Vous êtes ici. Je suis assez surprise parce que quand je vous ai posé la question sur les profils et compétences, je m'attendais à des data scientists, des data analytics, ce qu'on voit dans l'e-commerce. Bien sûr. Moi, je l'ai dit, hein. Bien sûr. Bah, on va pas faire des fiches de poste, on sait bien que ça nourrit la machine. Oui, il y a des postes clés forcément La data, et des la data, mandatory, la data. ça, c'est sûr. On va vous remercier, vous applaudir et on va accueillir Pierre Godet. Mais merci beaucoup Merci. à tous les trois. Merci. Et c'est ma transition, c'est qu'on va parler justement de data analyse avec Pierre Godet, président de SteerFox. Merci à nouveau à tous les trois. C'est juste 3 minutes. Pierre Godet va vous présenter de l'analyse de données. Bonjour à tous. Moi, j'ai des data analystes bienveillants en fait, donc j'ai le droit de vous parler aujourd'hui. Je vous vole 3 minutes qui n'étaient pas prévues sur votre agenda. Merci Alain de m'avoir donné cette occasion. Juste pour vous faire une annonce aujourd'hui d'un produit que sort SteerFox. Donc SteerFox, juste en un mot pour vous situer, c'est une société qui gère vos campagnes SIA, mais avec une approche big data qui est unique à ma connaissance en France, c'est-à-dire que toutes les inputs des différentes plateformes sont stockés chez nous sous forme de signaux. C'est-à-dire que tout ce qui vient dans une agence générer des campagnes nouvelles, on le fait en se connectant à Google tous les matins et en cherchant chez Facebook, chez Google, pourquoi ça a marché ou pas. Chez nous, on rapatrie tout, tous les jours. On a 5 milliards de signaux stockés depuis 5 ans, en fait nos 5 ans chez SteerFox. Et nos gestionnaires de campagne vont gérer pour vous à partir de l'ensemble de ces signaux et de ce que notre data intelligence va leur suggérer de faire. Donc voilà l'originalité de SteerFox pour gérer vos campagnes. Aujourd'hui, on annonce un produit qui est analyse du customer journey, donc mesure des canaux, mesure de des canaux d'attribution, pardon. Ce tableau est très moche, mais il vous montre juste un exemple. Je ne sais pas si on peut, il y a un pointeur là-dessus. Vous voyez en haut à droite qu'on a fait une recherche pour les tabourets sur la journée ou la semaine précédente. Et on va vous montrer les différents modèles d'attribution chez vous, que vous aviez au last click, au first click, ou au modèle data-driven. Alors data-driven, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'attribuer un poids à tel partenaire ou à tel canal d'achat, ça va être malaxé tous les jours en modèle big data, et on va tout le temps vous dire quel canal a contribué à quelle vente. Et pas au niveau de votre entreprise, au niveau des tabourets. Donc vous avez ce simple outil, vous dites pour les tabourets hier, je veux savoir qui a contribué à mes ventes. Et vous pouvez bien sûr avoir ce niveau de finesse à tous les moments. Et ça va donner quoi? Des réponses à ces questions. Je m'arrêterai là-dessus parce que c'est simple. Si vous avez une de ces questions dans votre entreprise, si vous êtes dans le e-commerce, 99% d'entre vous ont des mesures d'attribution qui font 3 fois leur chiffre d'affaires. Si vous écoutez Criteo plus Facebook plus Google, vous faites 3 fois votre chiffre d'affaires tous, autant que vous êtes dans cette pièce et dans les autres. Donc, juste quelques exemples. Influence des différents canaux sur les achats de chaussures de chantier et non pas sur mon site. Pour chaque source publicitaire qu'LLC a générée le jour du Black Friday, vos attributions, ça va être des coupons de dernière minute, ça va être des choses comme ça. Est-ce que c'est la même chose que le restant de l'année? Est-ce qu'il faut mettre les mêmes sommes pour driver du trafic chez vous, chez les mêmes partenaires pour le Black Friday? Est-ce que c'est prévu chez vous pour les mois qui viennent? Quel CA perdrais-je en supprimant tel canal publicitaire? On a tous rêvé de dire j'enlève ce truc, ça m'énerve, je paye, je ne sais pas ce que ça me rapporte. En big data, en data-driven, c'est possible. C'est les algorithmes qui vont calculer pour vous de manière théorique. Si vous enleviez Criteo demain, vous auriez quoi comme vente en moins? Et ça, c'est possible avec les nouveaux modèles big data. Quel est le nombre de nouveaux clients en catégorie perceuse apportés par Facebook le mois dernier? Si vous savez répondre à ça, c'est que vous êtes très pointu. Donc aujourd'hui, pour mesurer votre attribution, vous avez des outils. Google Analytics pour la majorité d'entre vous, Eulerian, Masberry pour citer des concurrents sur lesquels on vient se positionner aujourd'hui. Donc on va proposer un produit chez SteerFox qui répond à tout ça et qui a une volonté. Tous ces produits apportent sur votre bureau des charts tous les mois qui s'empilent. Chez SteerFox, on veut que ça devienne une réalité et que ça change le CPA pour les chaussures de chantier le lendemain.
Et ça, on peut le faire soit avec nos équipes, soit avec votre agence, soit avec vos équipes internes. Donc ce n'est pas un produit qui impose de travailler avec Steerfox par la suite. C'est une possibilité, mais vous restez libre de travailler avec votre agence. On peut même proposer ce produit par l'intermédiaire de votre agence. Voilà. Merci de votre attention pour ce nouveau produit. Merci beaucoup Pierre Godet, on peut vous remercier pour cette présentation.